Bonjour et bienvenue sur le podcast AI for You. Cette semaine, on accueille Stéphane Natchez, qui est le fondateur et directeur de la publication Actuia. Dans cette interview, on va parler du parcours de Stéphane et comment il est venu à travailler dans le monde de la data, mais surtout, qu'est-ce qui l'a poussé à créer Actuia. Actuia est un magazine que j'apprécie particulièrement, donc je suis content d'avoir pu recevoir Stéphane. Notre échange m'a beaucoup intéressé. Sans plus de transition, voici cette conversation. Hello Stéphane et bienvenue sur le podcast. Bonjour Morgane, merci de me recevoir. Du coup, avant de commencer réellement l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc je suis Stéphane Nachez, cofondateur d'Actuia, qui est la source d'information de référence sur l'IA. Du coup, comment on va explorer un petit peu comment t'en es arrivé là. De base, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours? Bien sûr, alors j'ai un parcours qui est assez atypique. Je suis tombé dans l'informatique quand j'avais 7 ans, à peu près, sur Amstrad CPC 6128, pour ceux à qui ça peut parler. Ça date un petit peu, hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon lecteur disquette était HS et je voulais jouer à des jeux vidéo. Et à cette époque-là, on livrait en fait, le livre avec le code des jeux. Si on voulait y jouer, il fallait taper le code. Donc, ça a été très formateur, sachant qu'à chaque fois que je redémarrais l'ordinateur, il fallait tout reprogrammer. J'ai appris la programmation comme ça. Et puis, je me suis lancé un peu dans tout ce qui était chatbot, euh, tout simplement, alors sans savoir ce qu'était l'IA, hein, tout simplement parce que ça ne nécessitait pas d'interface graphique, c'était assez facile à faire, et c'était la grande époque du Minitel. Et ensuite, on peut dire que j'ai un parcours d'autodidacte qui a suivi. En regardant sur ton profil LinkedIn, on peut voir que tu as été actionnaire puis responsable technique chez Explorer Age. Ça m'a un peu intrigué. Est-ce que tu peux parler un peu de ce projet et quelle est ton application dedans? Bien sûr, alors tout simplement, j'ai été freelance. À l'époque, on n'était pas vraiment freelance. C'est-à-dire que le statut d'entreprise individuelle n'existait pas, mais c'était plus ou moins pareil. Donc, on créait sa société, pour ma part, en EURL. Et puis, donc, je faisais tout simplement, je travaillais sur des projets comme un freelance. Et c'est vrai que bien souvent, ça accrochait avec les donneurs d'ordre, comment dire, les leaders qui avaient un projet en tête. Et celui-là m'a particulièrement intéressé étant donné qu'il était en rapport avec tout ce qui était justement intelligence artificielle. Alors, on n'en était pas encore à l'IA à cette époque-là, en tout cas nous de notre côté, mais c'était un thésaurus. Et le but était en fait, d'affiner les recherches sur Google via une extension qu'on installait sur Firefox. En fait, j'ai installé l'extension, enfin, j'ai développé l'extension qui permettait d'affiner les recherches. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, tapait je ne sais pas moi, car ça lui permettait via un thésaurus, de choisir s'il voulait avoir les horaires des bus, de savoir si il voulait, c'était tout simplement une conjonction de coordination ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'était de la désambiguisation. Oula, c'est très dur à dire, attention. Sémantique. Ça s'est fait par affinité en fait. C'était pas mon projet, clairement, mais c'était très intéressant. J'ai beaucoup appris. Du coup, tu étais du coup, un peu freelance avant l'heure, donc c'est un peu la mode aujourd'hui. Il y en a beaucoup de gens qui sont freelance. Tu as fait d'autres projets en freelance? Comment ça se passait à l'époque pour trouver ces missions, pour gérer un peu tout ça? Ah oui, eh ben, j'ai eu beaucoup de missions, évidemment. Alors, sachant que j'ai 39 ans maintenant, je me suis lancé quand j'avais 19 ans. Enfin, j'ai créé ma première société à 21 ans. Effectivement, alors, c'est parti de l'idée tout simplement que j'étais d'abord, comme beaucoup, je pense, de personnes qui créent leur boîte, j'étais employé, j'étais webmaster d'un site d'annonces animalières qui marchait plutôt bien. En tout cas, on a réussi à le faire décoller jusqu'au point où il a été racheté par quelqu'un qui avait absolument rien à voir avec le domaine. Ça s'est écroulé et je me suis dit plutôt que on va dire, de m'épuiser à travailler sur le projet des autres, autant travailler sur les miens. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu la création d'entreprise, le fait d'avoir des projets. J'ai toujours eu des projets de création de sites, etc. J'ai créé notamment un site qui s'appelait lemag-info.net, qui était le premier mensuel informatique en ligne. Alors, on va me dire, oui, effectivement, les mensuels informatiques, c'est peu commun, donc c'est pas difficile Ouais. d'être le premier. Mais c'était quand j'étais jeune et ça marchait plutôt bien, ça avait bien décollé. Après, j'ai été absorbé par les projets clients et je me suis rendu compte, bien sûr, que en fait, les clients sont bien souvent nos patrons. Donc, c'est un petit peu pareil que le fait d'être finalement employé, si ce n'est qu'on a le choix dans l'émission. Et au fur et à mesure on va dire, du parcours, on peut commencer à choisir de plus en plus les missions qui nous intéressent.
Et du coup, il n'y a jamais eu un moment où tu t'es dit, ah tiens, bah, enfin, j'ai un peu de stress parce que je ne trouvais pas de mission, etc. Parce que souvent, les gens, quand ils se lancent, c'est un peu ça, ils ont peur, on se dit, bah tiens, il y a moins de sécurité de l'emploi. Si d'un coup, je trouve une mission, il n'y a pas de chômage, il y a pas de. Faut être un peu plus autonome dans ces choses-là. Tu t'es jamais dit, t'as jamais eu peur de ces choses-là, toi? Non, non, parce qu'il faut démarrer jeune en fait. J'avais la chance d'être chez papa et maman, c'est ce qu'il faut Mm. faire. Clairement, si vous avez des projets, de l'ambition, autant vous lancer pendant que vous avez encore la possibilité, enfin, bien sûr, si vous en avez la chance, de se lancer vraiment quand vous en avez l'opportunité. Si vous êtes chez vos parents, c'est le moment euh, ou jamais peut-être pas. Il y a toujours un moment. Mais Mm. en tout cas, c'est le moment idéal, je pense. Après, sincèrement, il y a quand même des dispositifs assez intéressants, hein. Tout ce qui est Acre, etc., permet de se Mm. lancer. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a énormément d'aides de l'État pour se lancer, pour avoir, déjà, enfin, pour avoir directement le chômage, 40% du chômage en une fois, ce que tu disais, l'ACRE, pour avoir un peu un fonds au début, le temps de trouver ses premiers clients, le temps de premier sa première société ou enfin, son premier produit, des choses comme ça. De plus, maintenant, enfin, pour trouver des missions, on peut même passer par des ESN, des apporteurs d'affaires, c'est bien plus développé Bien qu'avant. sûr. Donc, c'est vrai que en fait, finalement, aller chez une USN ou demander à une USN de trouver une mission pour nous, finalement, le risque est plus ou moins le même. Donc, finalement, c'est encore plus facile aujourd'hui où ça s'est démocratisé un peu ces choses-là. J'ai vu qu'ensuite, tu as été du coup directeur technique chez SMS Envoi pendant plus de 11 ans. C'est vraiment énorme, c'est quand même une longue carrière. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de cette période? Qu'est-ce que tu faisais dans cette société? Oui, bien sûr. Alors, ça peut paraître énorme maintenant. C'est vrai qu'on a tendance à pas mal bouger et j'encourage aussi tout le monde à bouger. C'est pas plus mal pour évoluer. Mais donc, bah, c'était un petit peu pareil. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez difficile de trouver des missions plus que maintenant. Clairement, je comptais sur les pages jaunes notamment. Donc, c'est pour dire, maintenant, il y a des solutions beaucoup plus intéressantes. Et juste un point, je pense quand même qu'on est dans un contexte qui est super favorable si vous êtes dans l'informatique. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir de l'expérience, mais il y a des secteurs dans lesquels c'est beaucoup plus difficile de se lancer en freelance. Pour SMS Envoi, justement, j'ai commencé en freelance. Et donc, l'idée, c'était une toute petite société, une TPE, qui avait créé en fait un site internet qui cherchait à envoyer des SMS. Donc, ils avaient une première version qui était à moitié fonctionnelle et qui envoyait quelques centaines de SMS par jour. Donc, on va dire, abordé en tant que freelance. Et puis, bah, ça a bien décollé quand même, au fil du temps, bien sûr, parce que la société avait une proposition de valeur qui était intéressante à ce moment-là. En fait, c'était des campagnes de SMS marketing pour de très, très grands comptes, vente par correspondance, etc. Donc, c'est pas tout ce qui est spam, au contraire, c'est plutôt, on travaille avec les collectivités, les grands comptes, pour tout ce qui est prise de rendez-vous, confirmation de prise de rendez-vous, etc. Et donc, on a décollé jusqu'à envoyer plusieurs millions de SMS par jour. Euh, et j'étais tout seul pendant très longtemps à m'occuper de tout ça en fait. Donc c'est comme ça que je suis devenu de développeur PHP, développeur full stack et que je me suis vraiment intéressé au big data parce qu'évidemment quand on envoie plusieurs millions de SMS par heure par exemple, qu'on a un client qui veut à tout prix que ça soit livré avant 16 heures parce qu'après ça commence à être délicat, ou 18 heures par exemple, ben, on est obligé de trouver des solutions au niveau de la concurrence des envois, des fils, enfin, plein de sujets vraiment passionnants, tout ce qui est priorisation des envois, etc., en fonction du contenu du message ou d'autres choses. Donc, je me suis intéressé au big data, au NLP, qui était déjà quelque chose qui m'intéressait avant, de toute façon. Euh, et puis, voilà. Donc, ça a bien décollé, à tel point que la société a été vendue pour plus de 10 millions d'euros. Alors, je n'en étais que directeur technique, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, ça a très bien marché. Et donc, disons que j'ai lancé, en tout cas, je me suis orienté vers d'autres horizons quand j'ai vu que la société allait bientôt se vendre. Une fois que tu étais dedans, tu as continué à faire des choses, des autres missions en freelance ou tu étais totalement focus sur du coup SMS Envoi? Ah, j'étais vraiment focus dessus. Alors, bien sûr, c'était progressif, mais gérer en fait un data center avec plusieurs serveurs, etc., de la réplication, etc., euh, des pics de plusieurs millions de SMS par heure, on peut pas faire ça à mi-temps en Hmm. fait, ou quoi que ce Ouais. soit. C'est-à-dire que par la suite, j'ai bien sûr été secondé par d'autres développeurs qui ont très bien fait le travail et que je remercie.
parce que sans ça, ça n'aurait pas pu décoller, tout simplement. En 2016, je commence à passer des certifications machine learning, deep learning, en référence à ce que tu disais avant, pour essayer de trouver des combines pour envoyer, du coup, faire de la concurrence entre, enfin, envoyer tous les SMS au même moment ou travailler sur le NLP, des choses comme ça. Alors oui, alors de mon côté, c'est quelque chose qui me passionne depuis mon enfance, hein, j'en parlais avec les chatbots, etc. Alors au niveau de mes études, j'ai fait un BTS et dans le cadre de ce BTS, j'avais proposé un projet pour l'oral d'informatique qui était les perceptrons. Donc, on va dire les rudiments maintenant de l'IA, mais qui à l'époque était assez sympa. J'avais pu bosser dessus parce que j'avais un prof qui avait des polycopes. À l'époque, ça se reposait vraiment, enfin, ça se refilait sous forme de polycopier. Les plus vieux qui nous regardent vont peut-être se rappeler de souvenirs très anciens. Mais donc, c'était un peu sous le manteau, entre guillemets. C'est-à-dire que même au niveau de mon examen, bah, c'est le seul examen que j'ai loupé. Malheureusement, la seule matière que j'ai loupée, euh, parce que à cette époque-là, l'IA n'était pas du tout à la mode. En fait, Mhm. le perceptron, enfin, c'est fou, hein, parce qu'on parle de. Alors maintenant, ça date d'il y a 20 ans, mais c'était pas du tout accepté. On était dans l'hiver de l'IA. Donc, je peux m'enorgueillir de dire que j'ai connu cette période. Je ne sais pas s'il y a de quoi en être fier. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est pour dire que mon intérêt pour le domaine remonte à il y a très longtemps. Et puis, donc, bien sûr, par la suite, les MOOC sont arrivés et ça a été vraiment l'explosion. C'est vraiment très intéressant, effectivement. Ouais, carrément, ouais, le fait que avant, jusque 2012, en vrai, on parlait plutôt de statistiques que de machine learning, etc. C'est vraiment depuis que on a utilisé du coup enfin, que le CNN a battu sur la reconnaissance d'image ImageNet les performances, que là, il y avait vraiment pas mal d'équipes qui se sont dit, tiens, en fait, le deep learning, maintenant, ça fonctionne, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément d'applications sur des données non structurées comme le texte, l'image, les vidéos, le son, enfin, des choses comme ça. Et c'est vrai que Oui, bon, oui. c'est un peu frustrant d'être à ce moment-là, de se dire, tiens, c'est super intéressant de bosser, que tout le monde se dit, non, mais ça sert à rien, ces choses-là. Oui, après, enfin, il y a des gens qui ont travaillé beaucoup plus dur que moi sur le Oui. sujet et qui se sont heurtés à des murs beaucoup plus difficiles aussi. Donc, je vais pas à me plaindre. Mais à ma petite échelle, je peux dire ça. C'est vrai que si on se lance maintenant dans le sujet, enfin, c'est au sommet de la hype, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de se lancer là-dessus, bien sûr. Moi, quand je voulais me lancer, il n'y avait pas tellement de cours à cette époque-là. J'étais en école d'ingénieur et j'étais un peu frustré qu'il y ait aucun cours. Et à ce moment-là, heureusement, il y avait les cours de Coursera de Andrew Ng du coup, qui machine learning. C'était encore en Octave ou en MATLAB. C'était pas encore en Python, mais c'était vraiment ultra intéressant. Et je me suis dit, ah tiens, c'est ça que je veux faire. Il y avait pas encore de cours enfin, dans mon école en tout cas. Et vraiment, je me suis dit, ah, c'est ça que je vais faire. Et j'ai commencé à essayer de trouver des trucs sur des sites sur Internet, etc. Et c'est vrai qu'après, les MOOC sur le sujet ont vraiment explosé. Il y en a à peu près partout. Beaucoup en anglais, pas forcément beaucoup en français, malheureusement. Et c'est vrai que maintenant, l'information est quand même bien accessible. Oui, alors c'est vrai que Coursera a ouvert la porte à énormément de monde, hein. Mhm. Clairement, je pense que on va dire que les premiers qui se sont formés via des MOOC sont passés par Coursera. Maintenant, il y a quand même beaucoup de tutoriels en français, par exemple, mais c'est vrai qu'on est plus sur comment dire, sur des tutos qui sont super, très grand public et enfin, très grand public. C'est vite dit, mais en tout cas peut-être moins formel que des cours comme Coursera, mais très pertinent. Après, c'est vrai que il n'y a pas la certification qui va derrière. C'est l'inconvénient. Et du coup, là, qu'est-ce qui t'a plu un petit peu dans le milieu de la data? Là, tu t'es dit, bah, tiens, je commence à faire pas mal de choses, d'applications un petit peu quand tu étais chez Envoy SMS. Qu'est-ce qui t'a dit, tiens, bah, en fait, ça, c'est un truc dans lequel j'ai envie de travailler, de me spécialiser. Ah, mais moi, ça m'a toujours passionné. Donc, c'est un sujet passionnant. De toute façon, c'est difficile d'expliquer pourquoi. Euh, je- Bien sûr, il y a le côté. Et là, on est loin de ce que font des gens comme Yann Lequin, hein, mais il y a le côté essayer d'approcher, entre guillemets, en tout cas, qui m'a donné envie à l'époque de me lancer dans le sujet, qui m'a donné, comment dire, le côté approcher de la compréhension de l'intelligence humaine. Ça, c'est un sujet passionnant. Bien sûr. Alors, on en est très loin, je le répète, Ok. mais voilà, c'est un sujet passionnant. Et puis après, bah, réussir à déjà se lancer des défis au niveau informatique, quoi, réussir
à faire en sorte qu'une machine fasse des choses qu'on ne lui a pas dicté de faire, clairement, explicitement. C'est pour moi, en tant qu'informaticien, c'est vraiment le rêve. Ouais, c'est vrai que déjà de comprendre, enfin, l'intelligence artificielle, c'est vraiment intéressant. Après, plus on plonge, plus on voit qu'il n'y a pas vraiment d'intelligence derrière. C'est plutôt des maths, mais c'est quand même très Bien impressionnant sûr. ce qu'ils arrivent à faire. Là, du coup, j'ai passé mon doctorat en neurosciences. Du coup, j'ai pu essayer de bien mieux comprendre ce qu'il y a dans le cerveau. Et c'est assez bluffant quand on voit qu'en fait, on y connaît finalement pas grand-chose, en fait. Après, moi, je ne connais pas très loin, mais je voyais mes collègues qui étaient des neurologues, des radiologues, etc., qui spécialisaient du coup en neuro pour les radiologues. Et c'est fou qu'en fait, on connaît énormément de choses, mais il y a plein de choses où en fait, c'est encore des suppositions et les paradigmes changent souvent sur comment on pense apprendre, comment on pense raisonner, etc. Il y a encore beaucoup de choses où c'est des hypothèses qu'on n'est pas encore assez loin pour dire bah, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est assez fou. Ça doit être passionnant en tout cas de pouvoir faire le parallèle entre les deux, d'avoir vraiment des connaissances dans les deux sujets. Donc, je t'envie un peu. Après, ouais, mes connaissances sont quand même minimes en côté neurosciences, hein. J'ai appris des choses avec mes discussions informelles et mes lectures de papier, mais c'est vraiment très peu par rapport à ma compétence, elle est plus, plus du côté machine learning. Et du coup, 2 ans après ces certifications, tu lances ActuIA. D'où est venue cette idée? Alors, tout simplement de la presse, des, de ce qu'on pouvait voir à l'époque, du type, alors un véhicule Uber a volontairement renversé un piéton. Enfin, vraiment, il y avait vraiment marqué dans le titre de l'article, volontairement. Et pour moi, c'est de la diffamation, en fait. Enfin, si c'était une personne, ce serait de la diffamation. Mais bien sûr, vu qu'on s'attaque à une machine, entre guillemets, on peut se permettre de dire beaucoup plus de choses. Euh, alors, la presse, c'est pas nouveau, hein, bien sûr, qu'ils utilisent, on va dire, des ressorts pour réussir à générer des clics. Mais c'est vrai que ça me perturbait assez. Et puis, donc ça, c'était vraiment ce qui m'a donné envie au tout début. Et puis après, il y a eu beaucoup d'autres raisons qui ont confirmé mon envie et qui m'ont donné envie d'aller encore plus loin. Et du coup, à la base de ce projet, tu étais tout seul ou tu avais deux, trois personnes avec qui tu disais, tiens, faudrait qu'on fasse ça, faudrait qu'on se lance? Alors, j'étais avec une deuxième personne, une amie qui s'appelle Johanna Diaz, qui est rédactrice en chef, donc qui n'a pas un profil technique, elle a fait Sciences Po. Et l'idée, c'est que bah, elle était vraiment très intéressée justement par le côté impact de l'IA, parce qu'on commençait justement à le voir à partir des années 2017. C'était vraiment, disons que l'alliance permettait d'avoir les deux pendants, on peut dire, de l'IA, le côté technique, le côté plus impact. Ouais, parce que 2016, c'est aussi l'année où DeepMind a battu Lidl Oui. au championnat du monde de Go, et c'est là où ça a fait un retentissement en fait mondial, alors qu'en fait finalement ça n'a rien changé au niveau technique, mais au niveau mondial, ça a pris une grosse prise de conscience, et c'est là où notamment la Chine a investi des milliards pour devenir leader au niveau intelligence artificielle, et où là il y a eu un peu une concurrence un petit peu qui s'est mis au niveau mondial avec ceux qui finançaient le plus, toujours plus l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que 2016, c'est là où au niveau, pas forcément au niveau technique, mais au niveau financier, il y a énormément d'investissements qui sont arrivés, donc énormément de gens qui parlaient des médias et qui racontaient pas forcément des choses très pertinentes sur le sujet. Ah oui, il y a une vraie hype qui a duré quand même pas mal d'années, hein. De toute façon, là, on Mhm. voit que c'est en train de se tasser. Ouais. Pour nous, c'est pas plus mal, honnêtement. On préfère retomber sur des choses plus réalistes et concrètes, en fait. Mhm. Effectivement, après, il y a toujours des sujets, un peu comme il n'y a pas longtemps, l'ingénieur de chez Google qui avait une IA qui était consciente. Alors là, du coup, là, c'était parti, hein. Tous les médias en disant une IA est consciente, alors que bon, quand on s'y connaît et qu'on interroge quelqu'un un peu de sérieux sur le domaine, on voit très bien que c'est pas le cas. Mais bon, ouais, encore faut-il essayer de vouloir avoir de sources un peu correctes sur le sujet. Et c'est vrai que c'est un peu dommage que les médias utilisent ça. Après, je pense que c'est pour tous les sujets, mais vu qu'on est dans le sujet, c'est vrai que ça nous impacte un peu plus. Oui, et puis c'est quand même facile pour tous les sujets, mais pour moi, l'IA, c'est un sujet, alors que peut-être effectivement, comme tu le dis, parce qu'on est dans le sujet. Pour moi, c'est un sujet éminemment politique, un sujet très important, un sujet de société. C'est-à-dire que l'IA, ça va laisser malheureusement certainement des gens sur le carreau, les gens qui seront les moins au fait justement de ce qu'est réellement l'IA. Le fait d'avoir des, comment dire, alors on peut faire le parallèle avec
le Covid, peut-être. C'est-à-dire que là, je vais me faire taper, donc peut-être que je devrais éviter. Mais en tout cas, il y a eu la parole scientifique d'un côté et puis une autre parole d'un autre côté. Et on voit que la parole scientifique n'a pas plu à tout le monde, on va dire, et qu'elle a été assez délaissée au profit d'une autre parole auprès de certaines personnes. Je n'ai pas de jugement sur qui a raison, qui a tort, etc. Mais je pense que dans l'IA, ça peut faire exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les gens comme toi qui vont dire que l'IA, non, bien sûr, elle ne peut pas avoir de conscience ou quoi que ce soit, en tout cas dans l'état actuel des choses. Et de l'autre côté, les gens qui vont dire, ah, mais si, elle a une conscience, un influenceur sur Twitter ou je ne sais où. En fait, qui est-ce qu'on va entendre et qui est-ce qu'on va croire? Ouais. C'est la question. Laquelle a le plus de valeur, je te laisse décider. Ouais. Et du coup, au début de ce projet-là, c'était quoi ton ambition quoi, avec ActuIA? Ah bah, c'était de justement donner de la visibilité à l'écosystème de l'IA, hein. Le mot d'ordre que j'avais lancé, c'était fédérer et donner de la visibilité à l'écosystème. C'est-à-dire que ça peut paraître fou, hein, parce que depuis, on a eu beaucoup de youtubeurs qui sont arrivés, beaucoup de contenu. Mais à l'époque, quand je parlais à certaines personnes de l'écosystème et que je leur disais, voilà, on essaie de lancer une source d'information en français, la première source d'information en français sur le sujet, ce qu'on me disait, c'était, on parle tous anglais entre nous, ça va nous servir à quoi? Et c'est vrai que la question, alors, peut ne pas paraître saugrenue quand on est dans un microcosme, mais en fait, c'est super important parce que c'est une question d'influence, une question de diffusion dans la société, etc. Mais oui, c'est vrai que la plupart du temps, pareil, quand j'ai commencé à faire des vidéos en français, on m'a dit, mais tu devrais les faire en anglais. En vrai, tous les gens qui font de la data parlent anglais. Parce qu'il y a tellement de contenu qui sort en anglais, ça sert à rien de le faire en français. Alors que finalement, je pense que il y a des, faut pas penser, mais faut pas le savoir. Mais enfin, il y a pas mal de gens qui parlent pas bien anglais, ou même que juste ils parlent anglais, mais juste c'est plus facile, c'est plus agréable de dire quelque chose, des sources en français. On est sûr de pas faire de pas comprendre à côté à certains points qui sont techniques ou qui sont pas triviales ou qui sont un peu loin de notre système d'expertise. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des informations dans notre langue natale, je trouve. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et du coup, comment tu t'es dit à ce moment-là qu'il y a des gens qui disent, bah, en fait, on parle tous anglais. Comment tu t'as estimé qu'il y avait de la place, du coup, pour un format français et aussi un format papier dans ce domaine, parce que énormément de choses sont numériques aujourd'hui dans tout ce qui est data et open science, etc. Alors, le papier, on ne l'a pas lancé de suite. Donc, le format web, on l'a lancé en 2017. Ok. Est-ce qu'il y avait de la place? Alors déjà, c'était une place béante à cette époque-là, honnêtement. Enfin voilà, il y avait encore personne. On s'est lancé peut-être en même temps que d'autres personnes ou que je n'aurais pas vu, hein, mais en tout cas, quand on s'est lancé, avant nous, en français, je pense qu'il n'y avait pas, vraiment pas grand-chose, en tout cas. On s'est lancé à la même époque que le Hub France IA, par exemple, qui est une association dont on est partenaire, qui cherche à fédérer l'écosystème IA aussi. En même temps que pas mal d'initiatives, en fait. Mais on fait tous partie de cette, on va dire, première vague de la deuxième partie de la décennie 2010, quoi. Donc, ce qui fait assez court, mais euh, donc voilà la première chose, il y avait de la place, ça c'est certain. Euh, Après, le papier, l'idée en fait, quelle est l'idée derrière ça? C'est qu'on veut démocratiser l'IA, on pense que tout le monde, c'est un sujet qui doit concerner tout le monde. Quand je dis que c'est un sujet politique, c'est pas pour plaisanter, c'est que en fait, l'IA, ça permet d'automatiser des décisions, de prendre des décisions. Enfin, on peut en discuter bien sûr pendant des heures sur le terme de prendre des décisions, mais en tout cas, ça acte des décisions malgré tout, et ça permet de les automatiser, les systématiser. Et en gros, ça, c'est le fait de prendre des décisions et de les automatiser, c'est une très très grande partie de la politique. Et quand je vois par exemple dans une entreprise, honnêtement, dans beaucoup d'entreprises qui ont, comme celles dans lesquelles j'ai pu travailler, qui ont comment dire, qui sont vraiment innovantes, le directeur technique a un pouvoir décisionnaire énorme en fait. Parce que sans lui, souvent, s'il part avec la technologie, que ça a été mal, on va dire que c'est vraiment lui qui uniquement est le seul à maîtriser cette technologie et à la contrôler. S'il part, l'entreprise s'écroule. Et en fait, on ne peut pas se permettre de faire pareil au niveau de la société, bien sûr, avec l'IA. Quand je dis la société, c'est au niveau, bien sûr,
au niveau du pays, par exemple. Euh, c'est pas possible, en fait. Il faut que tout le monde s'en mêle de l'IA. Et ça regarde tout le monde, les décisions que ça prend, etc. C'est pas à une personne dans son coin d'implémenter un algorithme qui va faire ci et ça et qui va dire ah, t'en fais pas, je m'en occupe, je gère. Ça, ce serait assez problématique. Donc, on a lancé Actuia en format papier. Pourquoi? Tout simplement pour que ça soit démocratisé à l'infini, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique, de plus populaire euh, en France que des kiosques, que des bureaux de tabac où on peut trouver un magazine, etc. Alors après, bien sûr, c'est un magazine qui n'est pas forcément très accessible, entre guillemets, c'est-à-dire il faut faire un effort pour le lire, je pense. Mais en tout cas, il est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut faire l'effort de le faire. Après, c'est un choix. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant. C'est vrai que moi, quand je pars en vacances, souvent, je vais dans un kiosque à l'aéroport et je dis, allez, tiens, je vais dire quelque chose dans l'avion. Souvent, c'est des choses autour de l'univers, l'espace, etc. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup, mais des fois, c'est sur l'informatique. Après, l'informatique, souvent, je me dis, tiens, c'est chiant parce que je regarde des choses et la plupart du temps, je sais que ça va pas m'apprendre grand-chose, c'est très grand public. Quoi qu'il y a des choses, des fois plutôt pas mal que je regarde, c'est sur, par exemple, Linux. Il y a énormément de choses sur Linux et j'ai pas mal de choses sur Python qui commencent à arriver. Et je dis, ah tiens, c'est dommage, j'aimerais qu'il y ait des choses qui soient, comment dire, sur des sujets qui peuvent m'apprendre des choses plus sur l'informatique. Et donc, c'est vrai que quand j'ai vu que, du coup, Actualité est sorti, c'est vrai que je me suis abonné en me disant, ah tiens, c'est cool, c'est une nouvelle source d'information. Et puis, en plus, des fois, qu'on est dans un domaine, enfin, du coup, du machine learning, etc., on n'a pas forcément une vue globale de tout ce qui se passe en France, tout ce qui sort, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui bougent, tellement de choses qui sortent, on ne se rend pas forcément compte. Mais c'est énorme. Et en fait, on peut juste être à la rue si pendant un an, on ne s'est pas formé aux nouvelles technologies. Après, bon, la démocratisation, c'est encore une autre chose, mais les technologies sortent énormément et dans plein de domaines différents, que ce soit en LP, en computer vision, en série temporelle. Enfin, c'est quelque chose qui est assez mouvant et d'avoir quelque chose qui sort tous les trimestres et qui fasse un point en disant, bah voilà, c'est ça qui est intéressant en ce moment, ça peut être intéressant. Et notamment aussi pour savoir dans quelle semaine se lancer, parce que l'IA, c'est assez transversal et là, ça donne souvent des points de vue sur la sécurité, sur des gens dans les collectivités territoriales. Ça, je trouve ça c'est assez intéressant. Du coup, c'est des choses, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, top, c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai dit, ah, ça serait cool qu'on en parle dans une vidéo. Bah, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Effectivement, donc la particularité Actuia, alors, c'est d'être un trimestriel, parce qu'on veut se donner le temps de la réflexion, effectivement. À savoir que Actuia, le portail web, qui est une initiative vraiment pour l'écosystème, c'est-à-dire que tout le monde peut y contribuer, euh, comment dire, on publie des actualités au quotidien. Et c'est vrai que, honnêtement, quand on est à fond dans des projets, qu'on regarde la newsletter au quotidien, c'est très intéressant parce que ça permet de voir si une actu très importante passe. Après, c'est très difficile de réussir à mettre un peu à plat les choses, de réussir à voir ce qui finalement ressort réellement du lot, etc. Et là, le recul, le fait que ce soit un trimestriel, ça permet ça. Après, ce que tu disais par rapport à l'avion, ça me semble très pertinent. C'est-à-dire que c'est des moments de coupure, entre guillemets, où on n'a pas de notification, etc. Et pour nous, c'est un moment privilégié, en fait, la lecture d'un magazine papier. Donc, comment dire, les gens portent beaucoup plus leur attention sur le contenu quand ils sont en train de lire un magazine, en fait, que en même temps en train de surfer sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une première chose. Après, ça nous permet bien sûr aussi de proposer des formats longs, des dossiers, etc. Et de mettre à contribution un comité scientifique de prestige, donc qui est constitué de 16 experts. Euh, et Actuia me permet de travailler avec des gens exceptionnels, en fait, avec qui j'aurais pas pu penser travailler quelques années auparavant, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est aussi passionnant pour moi que pour, je l'espère, les lecteurs qui peuvent donc lire tous leurs propos dans le magazine. C'est arrivé à peu près, un peu après le format papier. Mais du coup, un an finalement, enfin, après que soit lancé Actuia, du coup, comme tu disais, SMS envoie, du guide SMS envoie. Est-ce que c'est pour se mettre en plein temps sur Actuia ou c'était quoi un peu ton tête esprit? Non, mais en fait, la société SMS Envoy a été vendue et donc je savais en amont qu'elle allait se vendre, bien sûr. Il y a eu une phase de transition, etc. Donc, ça m'a permis de me lancer dans ce que je voulais faire depuis le début, donc Actuia. Et donc, il y a eu une phase de transition et qui m'a permis par la suite de m'y mettre à plein temps, D'accord, donc là aujourd'hui, tu as plein temps sur Actuia, bien sur sûr. ce projet-là.
Alors actuellement, Actuia, c'est 7 personnes, euh, donc 5 employés, 2 cofondateurs, plus un comité scientifique de 16 experts. Donc là, tu dis, Utilisateurs. il y a 5 personnes, il y a 7 personnes, du coup, c'est 7 personnes comment ça se passe pour la rédaction des articles, etc. C'est quoi un peu les tâches, c'est quoi les profils de ces 7 personnes? Alors, on a différents types de profils, hein, sachant qu'on fait beaucoup appel pour tout ce qui est expertise technique. On fait beaucoup appel, bien sûr, à notre comité scientifique. Alors, clairement, ce serait impossible de payer des rédacteurs, comment dire, euh, PhD en IA à plein temps sur de la rédaction. Ce serait absolument pas rentable. Donc, ce qu'on fait, bien sûr, c'est qu'on répartit les tâches en fonction du type d'article, sachant que alors, ça peut décevoir ceux qui ne connaissent pas encore la revue Actuia, mais Actuia, c'est recherche, business, impact. C'est-à-dire que c'est absolument pas une revue d'informatique, informaticienne, entre guillemets. Il y a de tout, il y a de l'économie, etc. en fait. Donc, on a des profils variés. Le comité scientifique, par exemple, on a alors, bien sûr, Laurent Servoni, qui est le coordinateur du comité scientifique, mais après, on a énormément de personnes. On a Françoise Soulier, par exemple, qui a été l'un des jurys de thèse Yann Lequin. On a Aude Winzerich, qui est directrice innovation chez EDF. Enfin, voilà, on a tout type de profil donc, de l'écosystème qui cherche à donc, communiquer autour de l'IA et de ce qu'est l'IA. Et du coup, ce comité scientifique-là, il est là, du coup, en backup pour relire ou il produit lui aussi Ah, ils des produisent. articles? D'accord, ok. Ils C'était ça. produisent, et c'est ce qui est exceptionnel, c'est une chance qu'on a. Alors bien sûr, pourquoi ils sont 16? C'est parce qu'ils se passent la main d'article en article, enfin de numéro en numéro. Il y a des rotations en fonction du temps de chacun. Et du coup, toute la partie mise en page, tout ça, c'est quelque chose d'un prestataire ou c'est des gens, enfin, c'est parmi les 7 personnes, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans? Oui, oui, on a une graphiste à plein temps. En fait, au début, on passait par des prestataires. Alors, pour tout te dire, la petite confidence, le numéro un, c'est moi qui ai fait le design et je pense que ça se voit. Donc, c'est-à-dire que enfin, il faut bien comprendre qu'on vient évidemment pas des médias. On a lancé Actuia par volonté, j'allais dire par militantisme, mais ça pourrait être très mal perçu, mais en tout cas par engagement pour le sujet. Euh, et donc, on vient pas du secteur. On a commencé le premier numéro, enfin, j'ai installé InDesign et puis voilà, hein. Et on s'est bien sûr professionnalisé au fil du temps. Donc maintenant, comment dire? Disons que les grandes particularités d'un magazine papier, c'est le temps. Bien sûr, quand on a l'habitude de publier sur le web, euh, on voit que le temps est beaucoup plus long au niveau du papier, que ce soit impression, PAO, tout est beaucoup plus long, bien sûr. C'est pour ça qu'on sort un trimestriel et pas un hebdomadaire, par exemple. Non, mais déjà, enfin, je veux dire, j'avais regardé du coup en format numérique le 1, c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui vient pas du domaine. J'avais déjà essayé aussi pareil de faire InDesign parce que j'ai d'autres projets sur d'autres choses où j'avais dû illustrer quelque chose et c'est vraiment compliqué. Enfin, je trouve, après moi qui suis pas de ce côté-là, même de faire des miniatures pour YouTube, de faire du montage vidéo, ou de faire, enfin, c'est des choses qui me paraissent vraiment tellement compliquées. Du coup, c'est vraiment, d'avoir monté ça, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah tiens, est-ce qu'il, par qui il passe pour faire des choses, parce que c'est vraiment bien, c'est vraiment propre, quoi. Ah bah maintenant, c'est vrai que pour le 9 ou pour le 10 qui va bientôt sortir, on a vraiment une équipe solide, on va dire, et professionnelle, hein. La graphiste a de l'expérience, elle est talentueuse. Johanna donc, est aguerrie. Ça fait 5 ans qu'elle est rédactrice en chef sur l'IA. Et en fait, je pense que des rédactrices en chef ou rédacteurs en chef spécialisés en IA en France, je ne connais Mm. pas beaucoup. Et du coup, là, quand je tiens un numéro d'Actuia dedans, parmi du coup les 16 qui écrivent et l'équipe de 7, il y a combien de personnes qui sont finalement à l'origine d'avoir écrit tout ça? Ça représente le boulot de combien de personnes, un exemplaire? Ah bah, c'est très compliqué parce qu'on a beaucoup d'intervenants extérieurs. En fait, dans un numéro, tu peux considérer qu'on va avoir 50 intervenants. Ah ouais. Et du coup, ces intervenants extérieurs, comment ils interagissent avec Actua? Ah bah, tout simplement, on fait des petites équipes de projets, entre guillemets, pour chaque article. Donc, on peut avoir des personnes qui interagissent avec. Ça va dépendre de la taille de l'article. C'est-à-dire qu'on a des tribunes d'une page, c'est-à-dire
Voilà, des tribunes d'une page, effectivement, et puis des dossiers beaucoup plus complets d'une dizaine de pages, par exemple. Euh, Tout le monde peut nous envoyer des tribunes, contrairement aux revues scientifiques, ce qui pouvait se faire à l'époque. On ne fait pas payer quoi que ce soit pour Mhm. publier une tribune. Euh, donc, alors, bien sûr, le comité scientifique vérifie, etc., relit, mais c'est ouvert à tout le monde, encore une fois. Du coup, c'est vrai que dans la science, les journaux, faut payer pour publier, après payer pour lire, etc. Donc c'est vraiment si on n'est pas dans la recherche, si on n'est pas dans un labo qui paye pour nous, sachant que c'est très cher finalement pour publier. Des fois, les dernières publications que j'avais fait, c'était 5 000 $ pour publier un article, donc c'est pas ouvert à tout le monde. Là, d'avoir des choses qui soient du coup déjà un coût raisonnable pour lire aussi. Et le fait de dire, tiens, je pense que j'ai quelque chose d'intéressant et j'ai envie de contribuer. Et le fait de laisser ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui ont envie finalement de participer à leur échelle. Chacun à leur échelle a ils auront des choses intéressantes à dire. Pas forcément d'attendre d'être expert pour échanger sur un sujet. On a toujours quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre et de laisser cette possibilité-là, je trouve ça vraiment intéressant. Ben, disons que l'expertise, elle est sur plusieurs plans. C'est-à-dire que on a les experts scientifiques, on a les experts en éthique, en, en business. Enfin voilà, nous, on réunit toujours des experts, mais il n'y a pas que l'IA dans la vie, il n'y a pas que la technique dans la vie. Oui, Donc c'est ça qui est assez important en fait. C'est-à-dire que dans l'article sur les collectivités, c'est intéressant de voir justement comment ça se passe au sein des collectivités, etc. Mais là où je te rejoins à 100%, c'est que pour moi, le modèle de payer pour publier est fini ou doit finir en tout cas. On est bien sûr au niveau de l'IA l'un des domaines qui est certainement le plus en avance sur le sujet parce que tous les domaines en fait informatiques qui ont l'habitude de tout ce qui est open source, je pense que ça nous semble assez choquant, ce type de business model. Donc, ça nous semble important de changer ça et si on peut y contribuer, ce sera avec grand plaisir. Notamment, il y a énormément de choses en maths, enfin en informatique plutôt, enfin maths info qui publie sur Archive maintenant Bien sûr. et qui cherchent plus forcément à taper des revues comme Nature ou d'autres choses comme ça. Ils se disent, bah, en fait, non, c'est sur Archive, tout le monde peut y accéder et c'est aussi des choses très intéressantes. Après, c'est aussi des gens ils mettent en cause Archive en disant, bon, ça n'a pas été peer-reviewé, ce qui est vrai, mais ça permet aussi de faire en sorte que l'information soit accessible de façon plus libre. Oui, et puis il y a des nouveaux systèmes de peer review maintenant, hein. Honnêtement, je pense que les temps changent et il faut s'adapter. Ça peut paraître étonnant pour quelqu'un qui vient du papier, mais je le pense en tout cas considérablement. Enfin, ça me semble évident que les modèles de payer 5 000 $ pour être publié, c'est de la folie, tout Ouais. simplement. Et du coup, combien ça prend de temps d'écrire un numéro d'Actuia? Ça prend 3 mois. Ouais, C'est-à-dire qu'on est un trimestriel. Allez, on va dire qu'il y a une phase d'un mois de rédaction pure. Mais bien sûr, à chaque fois, il faut se décider sur les différents sujets, faire de la coordination. Ça prend beaucoup de temps avec les différents intervenants. Donc, c'est ce qui prend le plus de temps. Après, la rédaction, il faut compter à peu près un mois. Et comme je te le disais tout à l'heure, on est sur du temps long et c'est très délicat parce qu'il faut prendre en compte que peut-être qu'entre-temps, entre la rédaction et la publication, il peut y avoir des modifications, des nouvelles annonces, etc. On essaie Et, toujours de tenir compte de ça. c'est quoi du coup ta vision à toi d'Actuia pour les prochaines années? C'est quoi l'idée? Alors là, c'est une question très difficile. Euh, Quelle est déjà notre vision sur l'IA dans les prochaines années? Je pense que on va devoir intensifier les choses. Le besoin va croissant. Euh, on a Actuia, mais on a lancé différents services. On a lancé Études d'intelligence artificielle, qui était le premier recensement des formations en IA pour les étudiants. Donc, si vous ne connaissez pas encore, études-intelligence-artificielle.com. Donc ça, c'est une des initiatives. Et puis, on a une très belle initiative qui me tient à cœur, c'est intelligenceartificielle.com. Et là, le but est vraiment d'éclairer le grand public sur les questions fondamentales que tout le monde peut se poser, du type, est-ce que l'IA va me voler mon emploi? Donc ça, Non. c'est l'un des gros projets qui est dans les tuyaux. Donc ça sera mis en description. Si vous nous écoutez là, ça sera mis en description de la vidéo. Si vous voulez retrouver ces liens-là, c'est directement en dessous.
Du coup, on arrive vers la fin de l'interview. Et à chaque fois, du coup, je pose à peu près les quatre mêmes questions, même si là, je vais changer un peu la première afin qu'elle soit plus pertinente. Quel conseil, du coup, donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le domaine de la data en général et de l'intelligence artificielle? Alors, il faut s'intéresser à tout. C'est-à-dire que je connais peu d'experts qui me disent qu'ils ont réussi à aller très loin dans leur domaine sans avoir une double casquette ou une double appétence, en tout cas. C'est-à-dire que si vous faites de la data dans le commerce, il faut s'intéresser au commerce, évidemment, etc. Je pense que la data pour la data, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut réussir à avoir une vision d'ensemble. Ouais, je suis assez d'accord finalement que si on ne comprend pas le sujet, on va optimiser des modèles qui n'ont pas d'impact, pas d'utilisation réelle. Et donc, ça a peu d'intérêt. Et pour quelqu'un qui se lance, en tout cas, je conseille toujours de se spécialiser dans un sous-domaine parce que c'est tellement grand, en fait, c'est impossible de rester à jour, surtout. Donc, rester déjà un domaine d'application, est-ce que c'est la médecine, est-ce que c'est le retail, est-ce que c'est la logistique? Rien que dans ça, il y a énormément de sujets qui sont possibles. Il y a énormément de techniques qui ne sont pas les mêmes, qui sont impliquées, et des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Et donc, déjà, ça permet si quelqu'un recherche un data scientist ou un data engineer ou un data analyst dans le retail, et si vous êtes spécialiste dans le retail, vous avez plus de chances du coup, de se sortir. Ils disent, ah tiens, lui, c'est lui qu'il me faut, et pas un data scientist généraliste. Du coup, ça, c'est quelque chose que je dis souvent, même si je suis pas un bon exemple, parce que j'ai travaillé dans plein de domaines différents. Et je trouve ça aussi qui est une grande force de la data, c'est de se dire, de pouvoir aller d'un domaine à l'autre et d'apprendre de nouvelles choses. D'aller, Ah, mais par ça ouvre exemple, les horizons, en fait. c'est ça, ouais. Ça peut dépendre des gens, mais c'est aussi intéressant d'aller, par exemple, travailler dans un labo de neurosciences, c'est d'apprendre quelque chose de neurosciences. Là, je travaille dans le retail et en logistique et d'apprendre un peu comment ça fonctionne au niveau logistique. C'est aussi, après, c'est mon côté un peu curieux, j'adore apprendre de nouvelles choses, mais c'est aussi l'opportunité d'apprendre dans le domaine dans lequel on applique. C'est ça qui est Ah, de intéressant. toute façon, je pense qu'il faut être curieux. C'est vrai que c'est l'une des qualités principales aussi, hein. Est-ce que, du coup, t'as un livre que tu conseilles souvent sur le domaine ou en général? Alors, le problème, c'est que dans chaque numéro du magazine, on recommande une dizaine de livres. Je ne vais pas me faire des amis parce qu'en fait, le choix est vaste. J'ai beaucoup aimé dernièrement le livre d'Axel Sipel, dont on mettra le lien également, je pense, en description. Alors, qui est peut-être plus grand public, mais en tout cas, c'est une très belle première approche de l'IA pour les gens qui connaissent un petit peu moins le domaine. Après, si je peux me permettre un deuxième, sur une IA plus B2B, il y a le livre de Stéphane Roder, qui est très intéressant, sur l'IA en entreprise. Euh, Après, bien sûr, il y a tous les livres techniques, François Chollet, etc. Un dernier enfin, un qui m'a vraiment marqué par sa bonne vulgarisation et le fait de quelqu'un qui n'est pas technique, je pense que ça peut bien l'intéresser. Et en même temps, ça peut un peu, enfin, sa curiosité peut l'amener un peu plus loin. C'était Quand la machine apprend de Yann Lequin, où en fait c'est Mhm. accessible pour les gens qui sont pas techniques, mais en même temps, il met un peu des petites briques pour les gens qui sont un peu plus techniques, enfin qui sont plus techniques peut-être dans des choses un peu connexes comme le développement ou des choses comme ça, qui disent, ah tiens, ouais, c'est vrai que ça, du coup, je comprends un peu mieux ces choses-là. Du coup, Oui, à oui, c'est tout. un livre passionnant. D'ailleurs, on l'avait Mhm. interviewé suite à ce livre Ouais, sur l'apprentissage autosupervisé. ouais. Et c'est encore un sujet lui-même très passionnant, mais Mhm. assez complexe. Ouais. Est-ce qu'il y a une citation, un proverbe qui vient souvent à l'esprit? Absolument pas. Je pense enfin, voilà, on va pas tomber dans les proverbes à deux balles, hein. Euh, on pourrait aller, pour te faire plaisir, on va aller sur du Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Mais Mhm. je pense que ça résume à peu près l'interview d'aujourd'hui. Et finalement, là, c'est un peu ton moment. Est-ce que tu as un message à faire passer, des choses à dire aux personnes qui nous écoutent? Alors, communiquer sur l'IA, en fait, essayez de vulgariser, informez-vous, mais aussi n'hésitez pas à essayer de prendre par la main, entre guillemets, les gens qui connaissent un peu moins le sujet. Et il faut surtout, à mon avis, être très humble et pas se dire que l'IA est réservée aux experts et vouloir rester dans une caste. Ça serait l'un des grands dangers, à mon avis, de ce qui pourrait se développer au cours des années à venir. Bah, du coup, merci Stéphane. Ça fait plaisir de t'avoir eu ici et d'avoir pu échanger avec toi. Du coup, comme je disais, ouais, ça fait maintenant un an que je suis Actuia et j'aime beaucoup.
Du coup, merci pour ce travail de fournir de l'information pertinente aux personnes qui sont passionnées comme moi du domaine. Donc, ouais, j'invite ceux qui nous écoutent, si ça les intéresse, je mettrai un lien aussi dans la description, d'aller voir un petit peu ce que c'est qu'Actuia. Bien sûr, et s'ils veulent contribuer, ce sera avec grand plaisir. Et du coup, merci Stéphane et merci d'être venu. Merci à toi. Et j'ai une petite question quand même à te poser. Oui, Quel est l'avenir de ta chaîne? Qu'est-ce que tu prévois pour les mois à venir? alors les mois à venir, justement, je suis en pleine réflexion là, j'ai fini une grande série que j'avais fait de cours, en fait, du coup, sur les algorithmes linéaires. Et en fait, j'ai envie de passer plus de temps en fait, sur YouTube et de créer des nouveaux formats. J'aimerais bien faire du live coding ou dire, bah voilà, tiens, j'ai envie de, par exemple, je sais pas, faire une vidéo qui compte le nombre de pompes que je fais, bah, je dis, bah là, ou d'abdos, ou des choses comme ça, ou par exemple, faire une voiture qui fait des tours de piste, de dire, bah voilà, en fait, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que je fais, où chercher l'information, et faire des petites vidéos un peu comme ça. Ça prend pas mal de temps, donc mais je pense que ça peut être vachement intéressant parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de cours où on dit, bah voilà, ça c'est le cours, et après, les gens, ils sont un peu perdus en disant, bah maintenant, j'ai mes cours, mais comment je fais un premier projet? D'où je pars et qu'est-ce que j'ai en retour. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et un autre truc, je pense, qui est ultra intéressant pour en tout cas le futur de la data science. Aujourd'hui, le data scientist, il crée des modèles et c'est tout. Alors que demain, je pense je pense qu'on aura besoin de data scientists full stack qui créent des modèles et qui sont ensuite capables de les mettre en production. En tout cas, de faire les premières démarches de les mettre en production. Donc, pas totalement. Le but, c'est pas d'avoir des data scientists, des data engineers, mais au moins d'avoir cette première partie de mettre en production. Et je trouve ça vachement intéressant. Donc, j'aimerais bien aussi partager un peu plus sur ce truc-là, sur un peu le côté un peu ML engineer, comment en fait faire en sorte que les modèles soient en production et parce qu'il y a plein de problématiques liées à ça, la performance des modèles dans le temps. Est-ce qu'on s'écarte de la performance? Est-ce qu'il y a des problèmes? Enfin, voilà, c'est des choses que j'aimerais bien aborder, en tout cas, dans le futur de la chaîne. C'est quelque chose qui me semble passionnant et effectivement, j'encourage tout le monde à le suivre parce que, en fait, on voit que c'est vers tout ce qui est ML Engineering, etc., MLOps, qu'il va y avoir des grands besoins qui vont arriver parce que faire des modèles, c'est bien beau, mais si on ne peut pas les déployer, c'est C'est embêtant. c'est l'idée. Super. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo sur le thème de la data. Ciao.